à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 30 minutes. Je vous souhaite à mon tour mes meilleurs vœux pour cette année 2021 et je suis ravie de vous accompagner chaque semaine pour vous informer. Nous sommes le mercredi 6 janvier et voici les grandes lignes de l'actualité dans le Flash Info. Le projet d'implantation d'usines de construction de panneaux photovoltaïques à Ambach avance. Avec le couvre-feu à 18h en Moselle, le calendrier a été quelque peu perturbé et les horaires de différents rendez-vous ont été modifiés. La réunion publique d'ouverture aura lieu samedi 9 janvier à 10h. Elle sera diffusée en direct à la télé et sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Ineos Automotive est désormais propriétaire du site Smartville de Ambach. L'ancien panneau Smart a été déplacé ce lundi 4 janvier à la porte numéro 1 au poste de garde principal. Les Smart seront encore fabriqués sur place jusqu'en 2024 et la construction des 4x4 Grenadier doit débuter cette année. Le programme des cadets de la sécurité civile a été mis en place par l'Éducation nationale en 2015. Au collège du Himmelsberg à Sarreguemines, ils sont 16 élèves volontaires à participer aux séances animées par un pompier professionnel toutes les 2 semaines. Parmi eux se trouvent des futurs jeunes sapeurs-pompiers. Les associations aussi sont touchées par les restrictions imposées par les mesures sanitaires. Certaines réussissent toutefois à se réinventer pour maintenir une activité. C'est le cas de l'association Jeudi Vin à Woustviller qui ne peut organiser cette année son salon du vin tel qu'elle en avait l'habitude. Cette année, ce sera donc une édition en ligne. La forêt de Mouterhouse, au pays de Bitche, est la plus grande du secteur, mais aussi la plus riche de France en matière de patrimoine. Elle est très fréquentée et regorge de vestiges tels que les pierres à cupules ou encore des abris préhistoriques, avec des polissoirs qui sont sans doute d'âge néolithique. Aujourd'hui, le 6 janvier, c'est l'épiphanie. La tradition est de déguster une galette des rois. Marie-Morgane s'est intéressée à l'origine de cette coutume. Salut Marie-Morgane. Alors éclaire-nous, d'où vient cette fameuse galette ? Salut Margot, alors l'épiphanie c'est le jour des rois mages qui apportaient des cadeaux et dans la tradition antique, le 6 janvier, on dégustait une galette et les maîtres et les domestiques inversaient leur rôle. Pour savoir qui prendra la place du roi, une fève était glissée à l'intérieur. Alors dans le nord de la France, on retrouve la galette feuilletée que l'on connaît, fourrée en général à la frangipane, ronde et de couleur dorée. Mais dans le sud, par exemple, on retrouve plus couramment un gâteau ou une brioche en forme de couronne. Et donc là, tu es à la boulangerie Stanger à Sarreguemines. Est-ce que les galettes sont prêtes ? Oui, on a passé toute la matinée dans le laboratoire pour suivre la préparation. D'ailleurs, les clients ont pu trouver à l'intérieur des fèves uniques qui retracent l'histoire de la faïencerie de Sarreguemines. Jonathan Stanger sera en lien tout à l'heure avec nous pour en parler. Merci beaucoup Marie-Morgane et j'espère que tu nous en as gardé une. Une usine de panneaux photovoltaïques à Ambach, c'est le projet à presque 1 milliard d'euros de REC Solar France. La société norvégienne pourrait, en s'implantant sur l'Europôle, créer 2500 emplois. Jusqu'au 8 février, une concertation préalable est organisée, mais les dates et horaires ont été reprogrammés en raison du couvre-feu avancé à 18h. Toutes les infos dans ce reportage. REC change de date, mais continue sa procédure de concertation préalable. Le projet d'implantation d'usines de construction de panneaux photovoltaïques est toujours sur les rails. L'entreprise doit simplement adapter les horaires des différents rendez-vous de la concertation à cause du couvre-feu, d'où quelques changements de date. La réunion publique d'ouverture, initialement programmée ce jeudi à 18h, est reportée à samedi 9 janvier à 10h. Elle se déroulera à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Elle sera aussi diffusée en direct sur Mosaïque Cristal, à la télé et sur notre page Facebook. La table ronde sur l'inscription du projet dans la stratégie de transition énergétique française et européenne est maintenue en distanciel le 13 janvier à 18h. Rendez-vous sur notre chaîne et sur notre page Facebook. Le premier atelier dédié à la question des risques et du suivi est décalé au samedi 23 janvier à 10h au centre de communication Smart. Le deuxième atelier, dédié aux questions en lien avec les bénéfices pour le territoire et la durabilité du projet, est décalé au samedi 30 janvier à 10h au centre de communication Smart. Le troisième atelier, dont la thématique sera définie à l'issue de la réunion publique d'ouverture, est décalé au mardi 2 février à 17h30 au centre de communication Smart. Enfin, la réunion publique de clôture est maintenue jeudi 4 février à 17h30 au centre de communication Smart. Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est fortement conseillée pour les réunions
réunions publiques. Rendez-vous sur le site internet www.concertation.progerec.fr. Et notez que jusqu'au 8 février, vous pouvez formuler vos remarques sur ce même site internet, ainsi que sur les cahiers mis à disposition dans toutes les mairies. Un bar, toujours Daimler, cède la place à Ineos. Depuis le 1er janvier, le site de Smartville est officiellement tombé dans l'escarcelle de la société britannique. Une transition qui s'est matérialisée ce lundi par un remplacement des panneaux à l'entrée du bâtiment. Des Smart continueront d'être produites à un bar jusqu'en 2024 et en parallèle commencera une nouvelle histoire, celle du Grenadier. Les premiers 4x4 doivent être construits cette année. Depuis le 2 janvier, les départements alsaciens ont fusionné. Nous ne parlons désormais plus de Haut-Rhin ni de Bas-Rhin, mais de la collectivité européenne d'Alsace. C'est une collectivité avec de nouvelles compétences, comme par exemple la coopération transfrontalière. Mais en fin de compte, qu'en pensent réellement les Alsaciens ? Eh bien, nous sommes allés à Silsheim en Alsace, à quelques pas de Sarreguemines seulement, pour recueillir l'avis des habitants. Que pensez-vous de la fusion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en une nouvelle collectivité d'Alsace ? Pourquoi pas, parce qu'on est alsacien ici et là en bas. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça va changer ma vie. C'est vrai qu'ici à Silsheim, on est alsacien, on est en Alsace, mais bon, en tout cas moi je suis même pas originaire du village, donc voilà, j'ai longtemps vécu à Sarreguemines, donc je vois ça un peu d'un œil extérieur. Je sais que les Alsaciens sont très attachés à leur identité, donc si ça peut aider à la préserver, pourquoi pas. C'est vrai qu'on est très loin de Mulhouse et tout ça, mais bon, pourquoi pas. On est alsaciens, et eux aussi. J'en pense pas grand-chose, ça va pas changer grand-chose pour les Alsaciens, j'ai même pas tellement compris le principe que c'était. Je crois pas que ça déclenche beaucoup d'émotions, en tout cas en Alsace. Le choix du sigle a fait polémique, qu'en pensez-vous ? C'est quoi, le bretzel ? Le bretzel, ouais. Ah, le bretzel d'Alsace. Bon, j'aurais préféré la cigogne. Le sigle, je l'ai vu, bon, il m'a pas choqué plus que ça. Moi, je trouve que c'est pas vraiment celui qui est adapté. Historiquement, c'est le Rotundvis qui est le drapeau alsacien, donc moi je serais plutôt pour ce sigle-là. Ouais. Pensez-vous que la collectivité européenne d'Alsace va s'émanciper du Grand Est ? Le Grand Est, pareil, ça fait quelques années que ça existe. Je sais pas si ça, je crois pas que ça ait changé ma vie par rapport à avant. Il y avait les anciennes régions, Alsace, Lorraine, Champagne. Je pense pas que ça va s'émanciper du Grand Est, même si, à vrai dire, en Alsace, c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait heureux d'apprendre qu'il y aurait cette nouvelle région. Je pense pas que le projet soit de s'émanciper du Grand Est. Je pense que justement, c'est un peu un os à ronger qu'on a donné en disant voilà, vous avez à peu près une existence dans le Grand Est, soyez contents. On retourne à la boulangerie Stanger à Sarreguemines. Les clients étaient nombreux ce matin à vouloir se procurer une galette des rois. En ce jour de l'épiphanie, Marie-Morgane Lorenz et David Dorès sont glissés dans la préparation de ces galettes. Reportage. En 2019, Jonathan Stanger a reçu le prix de la meilleure galette de Moselle. Une récompense décernée par la Fédération des boulangers qui a permis de doubler le nombre de ventes. En ce jour de l'épiphanie, les clients sont venus nombreux pour se procurer le traditionnel gâteau dans la boutique sarregueminoise. La pâtisserie est bonne ici, et puis bon, c'est notre boulangerie habituelle. Là. Très bonne, oui. Il y avait un petit truc dedans, c'est ma fille qui l'a eu. Voilà. Alors Jonathan, dites-moi, quel est le secret de votre fameuse galette ? Alors le secret, c'est beaucoup de patience. Le feuilletage, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec douceur et harmonie. Et une galette, ça se monte à peu près sur 3 jours de travail. Les ventes de la galette ont démarré ici le 26 décembre. L'an passé, la boulangerie Stanger en a vendu 1200. Elle espère en vendre tout autant cette édition. Cela nécessite une importante préparation en amont. 3 personnes y travaillent pendant 15 jours. La galette la plus connue est celle à la frangipane. Ici à la boulangerie Stanger, on en propose à la crème d'amande, à la pomme, chocolat Mirabelle et celle qui a remporté le prix de la meilleure galette, la crème d'amande inversée avec un feuilletage encore plus croustillant. Et quelle est votre galette préférée ? Ou la frangipane. La classique. Ouais, la classique. De temps en temps, des pommes, mais bon, je préfère la frangipane. Moi, j'aime bien avec la compote de pommes.
Vous nous connaissez, à Mosaïque Cristal, on est des gourmands, alors il est temps de passer à la dégustation. Est-ce que je vais être couronnée? Suspense. Eh bien, on le saura peut-être tout à l'heure. En tout cas, on attend toujours la nôtre. Et pendant que Marie-Morgane déguste sa galette, nous sommes maintenant en liaison avec Jonathan Stanger. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, donc on l'a vu, 7 fèves sont cachées dans vos galettes. Ce sont des fèves uniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'elles ont d'unique, ces fèves? Alors, on voulait mettre à l'honneur le patrimoine local. Donc, on a créé 7 fèves uniques. Donc, on est les seuls à les avoir. C'est un mini service au Bernay. Donc, le service au Bernay qui est emblématique à la faïencerie de Sarreguemines. Donc, on a une petite théière, une cafetière, une saucière, la petite tasse, et on a fait 3 assiettes sur lesquelles on reprend les emblèmes de Sarreguemines, c'est-à-dire le casino des faïenceries, les hauts fourneaux, enfin les vieux fourneaux, et un trou de mémoire. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, elles sont super belles en tout cas. Où est-ce qu'elles ont été fabriquées? Elles ont été fabriquées à Faverney. D'accord, donc c'est un produit local. Est-ce qu'on peut encore en trouver? Et est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, on pourra en trouver tout au long de la vente des galettes, donc jusqu'à fin janvier à peu près. Et j'ai eu beaucoup de demandes pour pouvoir acquisitionner le coffret, mais ce sera que après les galettes, s'il m'en reste. Eh bien, avis aux collectionneurs en tout cas. Merci Jonathan Stanger d'avoir répondu à nos questions. On va rester de notre côté dans le thème de la dégustation pour notre prochain sujet. Enfin, pas tout à fait, puisque vous ne pourrez pas goûter les vins au Salon du Vin de Wouswiller cette année. L'association Jeudi Vin a dû se réinventer en fonction des mesures sanitaires imposées. Pour cette 3e édition, cela se passe en ligne. Reportage de Thomas Drouin. Faire découvrir le monde du vin et de l'œnologie, c'est l'ADN de l'association Jeudi Vin. Aussi s'est-elle lancée il y a 2 ans dans l'organisation d'un salon du vin pour toucher un public plus large que les 30 membres que compte l'association. Nous, ça nous tient à cœur de pouvoir échanger, de pouvoir partager ce qu'on goûte à certaines soirées. Les 2 premières éditions, cela ressemblait à ça. 30 à 40 exposants, plus de 1200 visiteurs sur un week-end. Pas forcément le genre d'événement facile à organiser en ces temps de Covid-19. On avait pensé pouvoir maintenir l'événement en fait, et puis finalement on a été rattrapé par la réalité. Et, cette année on l'a reconduit mais d'une manière différente. Le salon se tiendra donc cette année sous une forme dématérialisée, ou plutôt se tient déjà puisque la page web est accessible depuis dimanche. Vous avez qui apparaît un déroulé avec l'ensemble des exposants, et puis là vous avez donc la liste des produits que propose chaque vigneron. Chacun peut donc y faire son magasinage. L'association s'occupera des commandes groupées à la fin du salon virtuel et les redistribuera à Wouswiller aux acheteurs dès leur réception. C'est en même temps un geste de solidarité avec ces gens, parce que les vignerons, on n'en parle pas souvent, mais ce sont des gens qui sont aussi durement touchés par la crise. Fermeture des bars, fermeture des hôtels, restaurants, annulation de l'ensemble des salons. Pour certains, ça a été très très compliqué. Ce 3e salon du vin de Wouswiller est en ligne jusqu'au 17 janvier. Et les découvertes que chacun pourrait y faire restent naturellement à déguster par la suite avec modération. Ils font leur premier pas dans le monde des sapeurs-pompiers. Ce sont les cadets de la sécurité civile. Des jeunes de 6e du collège du Himmelsberg se sont portés volontaires pour participer à des séances animées par un pompier de la caserne de Sarreguemines, avec parfois l'espoir d'en faire leur métier. Ces jeunes se montrent attentifs lors de ce cours. Marie-Morgane Lorenz y a assisté. Regardez. Anna est élève au collège du Himmelsberg à Sarreguemines. Depuis le mois de novembre, elle suit attentivement les cours de la classe cadet. C'est une option réservée aux 6e sur la base du volontariat. Avant de pouvoir l'intégrer, les collégiens ont eu un entretien avec la professeure référente pour parler de leur motivation. Parmi ce groupe de 16 élèves, nombreux sont ceux qui souhaitent devenir pompiers. Être un cadet de la sécurité civile, c'est une première étape pour Anna. C'est avant tout parce que j'ai toujours été intéressée par ce genre de métier, et c'est surtout pour avoir des bons réflexes en cas de situation qui nécessite d'avoir des bons réflexes et de connaître les gestes qui sauvent. Son camarade Nathan note bien tous les conseils donnés par le pompier professionnel. Parce que les pompiers et les cadets, c'est un métier, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien voir les pompiers quand ils s'occupent des feux ou quand ils s'occupent des personnes.
c'est très intéressant. Le plan nombreuses victimes, donc vous voyez, on fait un plan de nos vies, nombreuses victimes. Les cadets de la sécurité civile est un programme de l'éducation nationale mis en place depuis 2015. Une fois toutes les 2 semaines, un membre de la caserne de Sarreguemines fait le déplacement dans ce collège. Le but de la classe des classes de cadets de sécurité civile, c'est en fin de compte de les former aux gestes qui sauvent, de leur inculquer l'esprit de citoyenneté et effectivement de les orienter vers des structures comme pompiers volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers. L'objectif de ce programme est aussi d'aider les élèves qui souhaitent s'investir à acquérir des premières compétences liées à la sécurité civile. Au début de l'année, on avait fait des exercices d'évacuation ou alerte intrus, donc c'est toujours très utile. Et après, on n'a pas encore vraiment fait, en cascadé, on n'a pas encore vraiment étudié les gestes qui sauvent. Les cadets de la sécurité civile seront aussi sollicités lors des exercices incendies dans leurs établissements scolaires. Ils aideront notamment à l'évacuation de leurs camarades de classe. On marque une pause, je vous retrouve dans un instant. Nous partirons en visite dans la plus grande forêt du secteur à la découverte de ces trésors. En attendant, je vous laisse retrouver Sandrine pour la page météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Ah bah attends, je te tiens la porte. Ouais, je vais à la météo. Toi, tu ramènes quoi? Je ramène une galette. Ah, bah attends, vas-y, j'ai une autre idée. Ok. Traditionnellement, l'épiphanie était fixée le 6 janvier. Mais aujourd'hui, c'est plutôt tout au long du mois de janvier qu'on mange la galette. Au moins, ça multiplie les chances de remporter la fève, surtout s'il y a plusieurs galettes. Mais par contre, s'il y a bien une tradition à laquelle on ne déroge pas, c'est celle de la distribution à l'aveugle par les plus jeunes. Allez Camille, Rose, on ferme les yeux. Rose, dis-moi pour qui elle est celle-là? Francis. Pour Francis, je la mets de côté. Et celle-là, elle est pour qui Camille? Pour toi. Pour moi? Cool. Bon allez, je la sens bien, on croise les doigts pour qu'il y ait la fève. En attendant, je vous propose de regarder les prévisions météo pour demain. Le ciel sera toujours sombre avec des petites averses de neige au programme. Les températures sont stationnaires avec 0 à -1 degré au minimum et 1 à 3 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Raymond et il fera jour de 8h24 à 16h51. Bon bah finalement, pas de fève, j'espère que vous aurez plus de chance chez vous. En tout cas, je vous souhaite de passer encore une très belle journée et à bientôt. On fait coucou? Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous avez découvert hier le travail de quelques membres de la Chale du Pays de Bitche qui dresse un inventaire archéologique en forêt domaniale de Mouterrouze. Cette forêt est la plus grande du secteur et la plus riche de France en matière de patrimoine. Voici quelques-uns de ses trésors.
Une pierre étrange au milieu de rien, voilà qui intéresse ces passionnés membres de la Chale chargés de l'inventaire. Ensemble de pierres. C'est pas du hasard, hein. Il y a des indices hein. Quand on fait notre travail de prospection, il y a des indices qui laissent supposer par la situation géographique, par l'altitude, par le site, par ce qu'on peut voir, ce qui est accessible, nous permet d'orienter nos recherches. Il faut aussi connaître un peu le terrain, et c'est le cas d'Émile Heitel qui a travaillé dans cette forêt pendant toute sa carrière à l'ONF. Aucune pierre à cupule ne lui échappe. Il y a des légendes, on ne sait pas trop, c'est-à-dire peut-être d'origine naturelle, c'est-à-dire le grès n'est pas très dur, de ce fait il peut se creuser, mais il se pourrait aussi que les humains ont continué à creuser et ça fait comme un bénitier. Certaines, il faut observer de près. Peut-être que ça a été creusé certaines, ensuite, hein, c'est ça. Il y en a, celles comme nous avait montré Jean-François à Mouterouse, ont été creusées. Oui. Peut-être pour broyer du minerai de fer à l'intérieur, hein, poum, 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 sur un support solide, disons. Hein. C'est une hypothèse. Si vous avez l'œil, des tas de pierres partout, là-bas, hein, là. Lieu de passage très fréquenté, cette forêt regorge de vestiges. Qu'est-ce qu'on trouve depuis la préhistoire ? Des abris préhistoriques comme ici. On dirait même pas préhistorique s'il n'y avait pas les polissoirs. Hein. On suppose que ces polissoirs sont d'âge néolithique. Ils servaient à polir des haches polies. Donc il y a 3 étapes en gros dans la fabrication d'une hache. D'abord, l'extraction d'une ébauche à partir d'un bloc de rocher, donc une roche dure. Ça, c'est de la cousellite qui vient de la région de Kusel, en Rhénanie-Palatinat. C'est une roche volcanique. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le bouchardage. C'est-à-dire que, à l'aide d'une boucharde, alors je vais en amener une, donc par martelage, on écrase patiemment toutes les arêtes pour araser tous les reliefs de l'ébauche, pour gagner en temps de polissage. Sinon, le temps de polissage serait trop long. Donc, comment passer de ça à ça ? Eh bien, simplement, patiemment, en polissant la lame dans un polissoir à stries. Évidemment, avec de l'eau pour faciliter l'abrasion. Oui. Donc, un long travail patient de polissage des flancs et des bords de la hache pour obtenir un produit fini. Pour connaître tous les trésors de la forêt domaniale de Mouterouse, il faudra attendre la fin de l'inventaire et les premières conclusions des chercheurs. Et voilà pour l'actu du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos reportages sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Je vais vous laisser maintenant en compagnie de Julia et de son invité venu vous présenter ses vœux pour l'année 2021. Bonjour à tous les deux. Eh bien, je vous laisse l'antenne. Merci Margot. Pierre Jean Didiot, bonjour et bonne année. Bonjour, mes meilleurs vœux et merci de m'avoir invité pour partager cette belle galette que nous venons de voir à l'écran. Je ne suis pas sûre que le reste de l'équipe nous en aura laissé. Mais bon, alors vous êtes là pour parler aussi de 2021. Avant ça, je voudrais quand même que vous nous disiez, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2020 ? Ce qui m'a le plus marqué en 2020, eh bien, nous avions notre façon de vivre avec tous les échanges que nous connaissions. Et il y a ce Covid qui s'est immiscé dans notre vie et qui a considérablement changé eh bien, notre façon d'être les uns avec les autres, qui a considérablement changé aussi notre économie, l'état de nos finances. Et on a vu, et ça a été pour moi un élément qui a été très fort du point de vue humain, toute la mobilisation des personnels soignants, que ce soit dans les hôpitaux ou en ville, et aussi peut-être tous ces métiers qui n'ont pas été suffisamment mis, je veux dire, en valeur et qui nous ont permis de vivre, et bien que ce soit les transporteurs routiers qui ont apporté les alimentations, tous ceux qui ont fait qu'on a pu vivre, continuer à vivre, dans des conditions certes confinées, mais en préservant l'essentiel. Ce
qui m'a aussi, disons, en 2020, ce qui reste aussi en mémoire, c'est cette annonce de Mercedes de vouloir quitter le territoire, qui a été réellement un choc pour notre économie locale, mais aussi avec le côté très rassurant qui arrivait très vite après, la société Ineos, que nous connaissons bien à Sarral, puisqu'elle est implantée depuis de nombreuses années, donc on connaît bien les dirigeants. Quand ils se sont engagés, eh bien j'étais rassuré, je les connais, nous les pratiquons, et quand ils s'engagent fermement. Le troisième élément de 2020, ça a été aussi la reconduction de notre équipe municipale avec, j'allais dire, du sang neuf, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, avec vraiment le souci de défendre l'intérêt général. Et le quatrième fait marquant pour moi sur 2020, ça a été quand même cette chance d'avoir trouvé ce vaccin très efficace et dont nous allons pouvoir bénéficier et qui va nous changer à nouveau notre vie pour retrouver une vie plus normale. Alors l'interview de début d'année, traditionnellement, c'est l'occasion de présenter vos vœux et je vais vous en laisser l'opportunité dans quelques instants. Mais d'abord, c'est aussi l'occasion d'évoquer les projets pour l'année à venir. Et du coup, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qui se profile en 2021 à Sarralbe. Un gros volet qui va concerner l'environnement et la préservation de l'environnement, parce que c'est aussi les conséquences de ce que nous avons vécu en 2020. Nous pensions maîtriser la planète, il y avait ce côté très égoïste, très sûr de nous, et je crois que l'année 2020 nous a invités à réfléchir que nous étions simplement les invités sur cette planète. Donc l'environnement, ça va passer par bon nombre de travaux, notamment en ce qui concerne l'économie d'énergie, sur le plus gros bâtiment qui est celui de Sarralbe, le centre culturel et sportif. Mais il y a aussi un grand quartier sur lequel nous travaillons, avec d'ailleurs l'entreprise Ineos, puisque nous allons reprendre bon nombre de leurs propriétés, que ce soit les immeubles ou leurs terrains, pour avoir tout un quartier qui va évoluer, en ayant toujours le souci du développement durable, mais aussi de redonner une nouvelle vie à ce quartier. Disons, c'est vraiment les éléments qui vont être les plus importants. Et tous les services de proximité qu'on va avoir aussi, je veux dire tous les liens, tout ce qu'on va pouvoir tisser avec nos concitoyens dans ce contexte qui reste quand même très compliqué, tourné vers les plus fragiles, les plus isolés, tous ceux qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour passer au mieux encore cette épreuve dans laquelle nous sommes. 2021, c'est aussi une année électorale. Serez-vous en campagne ? Écoutez, je crois que personne n'a la tête aux élections. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réussir, c'est surtout la vaccination. Je crois que c'est ce qui doit motiver tout le monde. Tout le monde doit être sur le pont. On a cette chance d'avoir un vaccin efficace, que toutes les personnes qui ont besoin d'être vaccinées, qui veulent se faire vacciner, qu'elles puissent déjà être vaccinées pour que nous retrouvions une vie normale. Je crois que c'est vraiment l'élément qui doit dominer le tout. On est dans une situation économique difficile, on est dans une situation financière difficile. Nos habitants vivent plus ou moins bien ce confinement, déconfinement. Je crois que nous devons avoir la tête, effectivement, à ce que nous nous en sortions tous ensemble. L'intérêt général aujourd'hui, c'est que nous retrouvions une vie normale et c'est ce à quoi nous devons tous œuvrer. 2021 démarre peut-être à Sarralbe aussi avec un regret, c'est le fait que la commune n'a pas été retenue dans le programme national Petite Ville de demain. Est-ce que malgré tout, il va y avoir des actions municipales pour venir par exemple en aide aux commerçants ? Alors effectivement, j'ai regretté qu'il y ait des disparités entre les circonscriptions, entre celle de Saverne et celle de Sarreguemines. Donc on voit bien qu'il y a eu des implications différentes des deux côtés avec ce résultat que vous venez d'évoquer. Nous avons des bonnes nouvelles. Nous avons connu là récemment une installation d'un nouveau commerce. Nous savons qu'il y a d'autres pistes qui sont ouvertes. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied. J'ai une équipe qui est là, qui est très motivée effectivement pour faire évoluer ce centre-ville. C'est vrai que nous allons surtout pouvoir compter sur nos forces vives, mais disons, ce sont des éléments qui évoluent aujourd'hui déjà et qui vont encore évoluer de meilleure façon demain et dans les années à venir. Et on va terminer avec vos vœux. Alors je ne sais pas si vous voulez les diriger spécifiquement vers les habitants de Sarralbe ou plus largement vers tous nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour 2021 ? Je souhaite vraiment à toutes et à tous que nous retrouvions une vie normale, que les étudiants puissent retourner en faculté, que les écoles, nos gamins puissent s'y rendre, qu'on puisse de nouveau se serrer la main, embrasser nos enfants, nos petits-enfants, de retrouver ce lien social. Et pour cela, il va falloir que nous réussissions cette vaccination. Je veux être vacciné parce que je crois que c'est la seule façon dont nous allons nous en sortir. Donc là encore, contribuons tous à la réussite de cette vaccination pour que
enfin nous puissions vivre, mais vivre normalement et simplement. Je crois qu'on l'a compris, le leitmotiv pour vous c'est le vaccin. Merci beaucoup Pierre-Jean Didiot pour cette interview. Demain c'est le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, Michael Weber, qui sera à votre place. Très bonne journée à tous, à demain.